BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le club BFM Crypto. Nouvelle émission d'une demi-heure. On va un petit peu se projeter vers l'avenir dans les semaines, les mois qui viennent, les années aussi, si c'est possible dans ce secteur. Avec Tanguy Lecalves, fondateur de Goin, qui est avec nous à distance. Bonjour Tanguy. Enzo Allo, CEO de cryptopatrimoine.fr. Bonjour Enzo. Et Raphaël Bloch qui est avec moi sur ce plateau, cofondateur de The Big Whale. Ça va Raphaël ? Ça va très bien. Ravi de vous avoir tous les trois pour cette discussion qui s'annonce passionnante sur ce qui va se passer en 2026. Comment se transforme le secteur ? On a déjà commencé à en parler il y a quelques instants avec Raphaël. Ça pose plein de questions, mais c'est passionnant. Vous continuez à nous poser vous aussi vos questions sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez, on y répond tous les jeudis de 15h à 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. On aborde l'année 2026, Raphaël Bloch, et on va parler tous les trois, évidemment. Vous intervenez, messieurs, Tanguy et Enzo, à distance, parce que vraiment, on va essayer de se projeter un petit peu sur cette année, sur ce secteur. On a déjà vécu une année 2025 assez exceptionnelle en termes de transformation, Raphaël, mais c'est vrai que les signaux semblent au vert en 2026. Le Bitcoin est remonté au-dessus des 90 000 $. Il y a l'adoption des institutionnels, les réglementations plus claires. Et pourtant, vous pensez que cette année va être difficile, peut-être pour les acteurs, les startups crypto. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Raphaël ? Oui, alors déjà bonne année. On espère que l'année 2026, et je le dis aussi pour ceux qui sont à distance, sera évidemment bonne pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on s'est dit sur le début d'année chez The Big Whale avec l'équipe là pour la rentrée, c'est que tout paraît, j'allais dire, favorable au secteur pour 2026. Et il y a effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, plein d'indicateurs qui sont au vert. En même temps, on sort d'une année où justement on a parlé beaucoup d'institutionnalisation, c'est-à-dire l'arrivée des entreprises, des banques, et je pense que Tanguy avec Goin est un exemple parfait et pourra en parler. Mais en même temps, cette institutionnalisation et donc cette adoption par les grands acteurs, eh bien forcément rebat un peu les cartes au sein de cet univers. Et c'est vrai que nous, eh bien, ce qu'on imagine pour 2026, c'est que les acteurs crypto seront davantage absorbés par les acteurs plus traditionnels. Et donc, quand on parle d'absorption, forcément, seuls ceux qui sont armés et, j'allais dire, équipés pour travailler avec les acteurs plus traditionnels continueront d'opérer. Et donc, on s'avance dans une année 2026 où, avec d'un côté la réglementation MiCA, qui va donc empêcher beaucoup d'acteurs crypto de pouvoir continuer à opérer parce qu'il y a des contraintes en termes de fonds propres, de respect. Les dossiers sont très lourds. Exactement, les dossiers sont très lourds et ça on en a beaucoup parlé en 2025. Et de l'autre côté, vous avez aussi le marché, la réalité du marché, avec eh bien aujourd'hui des grandes entreprises qui sont capables parfois d'opérer elles-mêmes les services ou alors qui sont davantage exigeantes et qui vont en fait eh bien faire elles-mêmes le tri dans le secteur en gardant, j'allais dire, les startups qui méritent de continuer à exister, les startups crypto qui méritent de continuer à exister en 2026. C'est pas finalement, vous avez raison de dire ça, mais en soi, c'est ce que le secteur a cherché jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est, en fait, oui, ça va peut-être être difficile, mais c'est aussi un aboutissement. Exactement. Alors, c'est vrai que le paradoxe, c'est que on peut donner l'impression un peu de se féliciter que des acteurs disparaissent, mais finalement, cette approche un peu darwinienne des choses correspond à ce qu'on a observé toutes ces dernières années, avec beaucoup d'entreprises qui se sont créées. Il y a beaucoup de concurrence sur beaucoup de verticales différentes dans la crypto. Et c'est vrai que là, 2026-2027, ça va être une phase avec, encore une fois, la réglementation et les acteurs traditionnels comme partenaires, où on va avoir cette sélection des acteurs qui vont rester, avec, en plus, évidemment, en toile de fond, potentiellement des acquisitions, donc du M&A, et des acteurs donc, qui seront rachetés et intégrés par des banques, des fonds et des corporates. Voilà un avis de médias. The Big Whale, c'est vraiment un média sur ce secteur-là, très à la pointe. Vous regardez beaucoup les entreprises, notamment. Vous êtes beaucoup orienté là-dessus. Et les acteurs dans tout ça, Tanguy, fondateur de Goin, déjà rappelez-nous ce que c'est Goin, et puis j'aimerais bien votre avis en tant qu'acteur du secteur. Oui, bonjour à tous. Alors Goin, on est la première société française à avoir été agréée MiCA pour une large complète de services d'investissement dédiés aux cryptoactifs. Notre métier, c'est de permettre à des investisseurs particuliers de constituer des portefeuilles crypto et de travailler avec des institutions financières de plus grande ampleur pour structurer des produits financiers traditionnels adossés aux cryptos. Donc,
Voilà pour notre métier. Sur 2026, alors je rejoins totalement Raphaël. Pour moi, ça va être une année charnière. Ça va être une année de consolidation, de maturation et de professionnalisation du secteur crypto en Europe, axée autour de 3 grandes tendances, à mon avis. Donc, d'une part, la réglementation, avec la fin de la période de transition MiCA. D'autre part, le développement des produits structurés adossés aux cryptoactifs. Et puis enfin, l'intégration croissante des technologies de blockchain à la finance traditionnelle. Donc, sur la réglementation, encore une fois, MiCA, pour moi, est un atout considérable pour l'Europe. La clarté réglementaire favorise le développement du secteur. En revanche, elle implique également une plus grande complexité pour les acteurs historiques. Et pour donner quelques chiffres, à date, il y a environ 120 agréments MiCA qui ont été délivrés. Et je crois, selon certaines sources, qu'on recensait plus de 3000 acteurs crypto dans toute l'Union européenne. 120 agréments en un an, je ne pense pas qu'on aboutisse à 3000 agréments sur les 6 mois qui restent. Donc clairement, il va y avoir une consolidation du secteur et probablement la disparition d'un grand nombre d'acteurs crypto. On va revenir sur la suite et sur effectivement l'intégration et le rôle des acteurs traditionnels juste après. Vous vouliez rajouter quelque chose à ce sujet, Raphaël? Effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Tanguy, ça fait maintenant plusieurs années qu'on participe avec The Big Well à BFM Crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que même au sein de l'émission, on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on parlait beaucoup de la technologie. On parlait beaucoup des différentes blockchains et je rejoins ce qu'a dit Tanguy. Aujourd'hui, on va davantage parler de produits. C'est-à-dire qu'on voit même à ce niveau-là que les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat. Vous avez encore des débats à la marge, mais sur l'intérêt de Bitcoin, sur l'intérêt d'Ethereum ou de Solana. Donc en fait, on a assisté ces 3 dernières années à une, simplification du paysage côté crypto. Et maintenant, évidemment, il y a encore des choses à consolider, mais il y a plein de blockchains qui ont disparu et là on monte d'un cran et finalement on va avoir à peu près le même tri qui va s'opérer, mais là sur la partie entreprise. Et en fait, ce tri va se faire sur la capacité à sortir des produits d'investissement, être capable de sortir, des outils qui vont aider les entreprises à intégrer, par exemple, de la DeFi. Je pense à ce qu'a fait Société Générale Forge avec Morpho. Et donc, c'est là aussi où ce tri va s'opérer. Et c'est une chose qui est évidemment saine parce qu'encore une fois, tous ces entrepreneurs qui se lancent veulent à un moment donné s'imposer avec leurs entreprises et il n'y aura jamais de la place pour 10 entreprises leaders sur une verticale. On le voit dans toutes les verticales sur les autres secteurs. C'est normal que ça touche la crypto, d'autant plus qu'on a cette intégration en fait à la finance au sens large. Et donc vous avez aujourd'hui des acteurs comme Goin qui vont travailler avec des banques pour vendre des produits financiers avec un sous-jacent crypto. Alors qu'il y a encore 2 ans, vous vendez directement des cryptos. Il fallait expliquer ce que c'était. Aujourd'hui, vous avez cette maturité, cette compréhension de ce qui se passe dans le secteur. On va y revenir dans un instant. Enzo, votre avis sur cette question et la maturité du secteur? Mais je suis tout à fait d'accord sur les 2 points. Et pour le coup, si on va même extrapoler un peu plus loin, je pense qu'avec l'intégration de technologies blockchain ou similaires dans les environnements bancaires qu'on connaît, on peut se dire que d'ici 5-10 ans, les sociétés bancaires, en tout cas le secteur bancaire, pourrait plutôt être valorisé comme le secteur tech que le bancaire qu'on connaît actuellement. Il y a une mutation qui pourrait se faire qui est tellement fondamentale et extrêmement forte que je ne serais pas étonné de continuer de voir les bancaires avoir leur valorisation vraiment évoluer positivement puisque vont faire des économies d'échelle, des économies de coûts, de temps. Il n'y a que, on va dire, du bénéfice à tirer parti de ces différentes technologies. Donc, pour aller plus loin, je pense qu'on peut même, en tout cas, moi, c'est ma position sur ce point de vue-là. Et pour revenir sur le premier point de Raphaël, je dirais que quand vous prenez un client que vous conseillez sur des gros montants, en tant que conseiller en investissement, moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier sur les cryptos, et pour recommander 5-10 000 euros, je veux dire, ça reste des sommes importantes, mais le risque est tout à fait limité. Quand vous allez proposer à un client d'investir 1 million ou 2 millions ou plus encore dans les cryptos, je peux vous dire que les responsabilités que vous prenez en tant que professionnel sont complètement différentes. Et donc, vous allez proposer trois produits à votre client. Un qui est un natif crypto pur. Un autre qui va être
une sorte de mix, comme Société Générale, par exemple, dont parlait Raphaël, qui va être un petit peu dans les deux pieds. Et puis ensuite, vous avez la BCE qui va émettre son stablecoin. Vous pouvez voir, si vous proposez pour des montants très importants à n'importe quel client, aujourd'hui, il se tournera forcément vers un stablecoin ou équivalent de la BCE, même si c'est loin d'être les meilleurs, ou vers Société Générale. Il y aura quand même assez peu de chances qu'il se tourne vers un acteur assez récent. Donc cette mutation aussi et cette professionnalisation du secteur va faire que je pense que cette année, il va y avoir beaucoup effectivement de fusions, d'acquisitions. Voilà, on est en plein dedans, nous, personnellement également. Donc le paysage va effectivement changer dans les prochaines années. Et on l'analyse pour vous, évidemment, mais c'est vrai qu'on a cette impression d'être un peu dans une zone grise où tout peut se passer encore. On observe vraiment tout ce qui se passe pour les acteurs. Raphaël. Oui, alors pour juste prolonger un tout petit peu ce qui a été dit, c'est que je ne parle pas d'un scénario noir forcément, mais on peut, même si on pousse le curseur encore plus loin, peut-être se dire, et je sais que parce que ça a été aussi un débat autour de MiCA en Europe, il n'est pas non plus totalement exclu que les sujets qui nous occupent autour des actifs numériques soient quasiment en fait récupérés par les acteurs financiers traditionnels. Le paradoxe absolu, et je peux en parler, on en parlait avant de prendre l'antenne, ça fait 10 ans que je travaille sur ces sujets, j'ai commencé en 2016, comme Grégory, mon cofondateur chez Dobigwell, et on en parle souvent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, on espérait que les acteurs traditionnels se positionnent enfin. Maintenant qu'ils accélèrent, on voit qu'avec la concomitance en plus de la réglementation, je ne dis pas qu'il y a un risque de disparition de peut-être tous les acteurs crypto, mais dans un cas de scénario noir, si effectivement plein de petites entreprises, et je pense effectivement à Crypto Patrimoine ou Goin, qui sont de très belles entreprises, mais encore petites, et comme Dobigwell à l'échelle des médias, vous avez aussi le risque que finalement toute la finance se déverse et absorbe totalement la crypto et qu'il y ait énormément de casse au sein des startups crypto. Et j'allais dire, toutes verticales confondues, hein. Pas uniquement dans l'investissement, vous avez aussi le staking, vous avez la custody, enfin, il y a beaucoup de secteurs qui pourraient être concernés. Tanguy, est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'on y pense? Moi, je ne vois pas ça comme une menace parce que je pense que ce qui a été développé par les startups en termes de technologie, etc., va servir à l'accélération des grandes institutions financières dans le secteur. Et donc, je vois ça plutôt comme des opportunités de collaboration ou de partenariat. Et certes, il peut y avoir des opérations d'acquisition de startups, mais ça ne veut pas dire la disparition de ce qui a été fait de ces startups. Enzo? Effectivement, peut-être pas la disparition, mais en tout cas, je pense que beaucoup vont se faire avaler par de plus gros, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire l'activité au moins de dépôt, de passage d'ordre pour compte de tiers, c'est entre 1 et 1,5 million en fonction de votre modèle, et qu'aujourd'hui, 3 jeunes qui voudraient se lancer, monter une belle start-up avec la meilleure idée, la meilleure volonté du monde, bon, partir de zéro, enfin, en tout cas, entre 20 et 30 ans avec 1,5 million à 3, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant et que des gros acteurs vont pouvoir aller plus vite. Et je pense que la dernière fois que Raphaël, on a partagé une émission chez BFM TV ensemble, tu étais à Forum de Davos et que à ce moment-là, tu nous expliquais que Swift était présent et que XRP ne l'était pas. Ce qui montrait un petit peu, si je ne me trompe pas, comment est-ce qu'aujourd'hui, Swift, qui pouvait perdre énormément de parts de marché à cause des innovations technologiques comme XRP, par exemple, un Ripple qui se positionne en challenger, aujourd'hui se font écarter tout simplement de ces grands consortiums bancaires. Je rappelle que le plus gros s'appelle le consortium 3M et qu'il regroupe les 30 plus grandes banques du monde qui, depuis des années, ont cumulé leur R&D, leur recherche et développement pour innover et rechercher des solutions internes entre elles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ces grandes banques laisseront partageront ce gâteau avec les acteurs plus récents? Moi, j'en doute quand même beaucoup. Raphaël? Non, c'est juste là-dessus. Alors, et encore une fois, je précisais que c'était bien un scénario noir. Juste très rapidement, je pense qu'il y a un bel avenir pour les entreprises crypto en Europe. Il y a juste besoin, parce que ça, on ne l'a quand même pas mentionné, mais c'est aussi des rapprochements. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de perspectives de M&A des entreprises traditionnelles qui rachètent des entreprises crypto. Moi, je pense surtout que, pour avoir beaucoup voyagé, notamment en Europe, ce dont on souffre, c'est un manque de rapprochement des entreprises crypto entre elles en Europe. C'est-à-dire qu'on a besoin de consolidation entre des beaux acteurs français et allemands et italiens et espagnols. Parce qu'à l'inverse, quand vous allez en Asie ou aux États-Unis, là, vous avez déjà des acteurs qui ont une taille suffisamment importante et qui, eux, sont installés. Il suffit juste de prendre des Coinbase, Kraken, ça y est, ils sont installés.
et sans faire forcément jeu égal avec les grandes banques, sont des interlocuteurs qui pèsent. Aujourd'hui en Europe, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des acteurs vraiment européens natifs qui pèsent parce qu'on a cette fragmentation. Donc je pense que, et ça pour le coup, pour en parler avec pas mal d'entrepreneurs, la seule moyen de continuer de se développer en Europe, c'est effectivement d'imaginer un peu ces rapprochements de belles entreprises qui pourraient consolider et donner de beaux acteurs en Europe. Tanguy, c'est dans la stratégie, ça se discute, ça, ou je veux dire, des entreprises comme vous regardez d'abord ce que vous pouvez faire avec les banques, ou vous commencez quand même à regarder ce qui se passe du côté des concurrents pour voir si on peut faire des acteurs de poids, justement? Alors, on fait les deux. On travaille avec les banques et avec les grandes institutions financières, justement parce qu'on a la technologie, le savoir-faire pour permettre d'intégrer des cryptoactifs dans des produits financiers traditionnels. Et je pense que ces acteurs-là iront plus vite à travailler avec des gens comme nous qu'à développer tout ça en interne, malgré les moyens qu'ils ont. Et par ailleurs, évidemment, il y a des opportunités de collaboration avec des acteurs historiques parce que la réglementation fait qu'il va y avoir un phénomène de consolidation. Et je rajouterais qu'il y a aussi quand même le sujet de la DeFi, qui est pour le moment pas bien couvert par la réglementation, qui reste un peu en marge de MiCA et qui va quand même continuer à exister et offrir des opportunités de développement pour des acteurs historiques, parce que ce n'est pas des activités sur lesquelles les banques traditionnelles ou les gestionnaires d'actifs traditionnels iront immédiatement, parce que justement c'est hors cadre MiCA. Vous me disiez tout à l'heure, Raphaël, juste avant l'émission, que le secteur de la crypto passait à l'âge adulte, que c'était vraiment ça, hein, que c'était effectivement dans cette phase-là, la difficulté pour les investisseurs et même pour les acteurs dans les prochains mois, ça va être de choisir les produits sur lesquels on se penche d'un côté et sur lesquels on investit de l'autre côté. Ouais, c'est effectivement une très bonne question. Et il y a une nostalgie dans votre regard. Non, mais nostalgie, c'est on est nombreux à travailler sur ces sujets depuis longtemps, mais ce qui est sûr, c'est que on doit aussi parfois pouvoir acter, j'allais dire, des victoires. Mais après, évidemment, le paysage a évolué, mais c'est vrai, et je pense voilà, à nos deux amis aussi du jour à distance avec nous, mais sur le plateau. On travaille depuis des années sur ces sujets, et c'est vrai qu'on a vu les choses évoluer. 2025 a vraiment confirmé cette institutionnalisation du secteur, mais encore une fois, ça a des conséquences. C'est-à-dire que ça a des conséquences sur la manière de distribuer les produits. Quand vous avez aujourd'hui Boursorama qui a des ETP Bitcoin, je veux dire, ça n'était pas le cas il y a 2 ans. Forcément, ça change la perception de ces produits, ça change la manière aussi de les consommer parce qu'on n'est pas à détenir en propre du Bitcoin. Donc en réalité, moi je pense que sur la sélection des actifs, en fait on est dans une phase où, et tant mieux, on doit s'en féliciter, en France on investit de plus en plus, ça on sait que c'est post-Covid. Et donc, vous allez plutôt avoir les cryptos, les grosses cryptos qui vont intégrer les portefeuilles au sens large. Et on va avoir un mouvement, et on a fait une interview avec le patron de Coinbase il y a 1 mois, Brian Armstrong. Et Coinbase, aujourd'hui, vous dit on n'est plus une entreprise crypto. Aujourd'hui, on va proposer des actions. Demain, on fera des prêts. On propose aussi des actifs numériques. Tout ça va se mélanger. Donc, c'est à la fois une opportunité, mais il faut aussi mesurer, notamment pour les acteurs spécialisés dans la crypto, que l'avantage qu'ils avaient, et je rejoins Tanguy, il y a une expertise technique, mais ça ne durera pas éternellement. Et effectivement, on sait que les grandes banques mettent du temps à bouger, mais quand elles bougent, elles ont aussi évidemment plus de moyens et elles peuvent déployer des choses à une échelle qui n'a rien à voir avec ce que les acteurs crypto font. Donc là-dessus, voilà, ça va bouger. Sur la sélection, je pense que en réalité, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir investir dans les principales cryptos. Oui. Il y aura toujours le coin des passionnés, des gens qui iront hors de ce cadre, mais en réalité, aujourd'hui, ça va passer dans les 3 années qui viennent, essentiellement par les banques, les brokers. On le voit aux États-Unis, ça explose. Et là-dessus, les grands gagnants seront les 10 plus grandes cryptos. Le reste, ça sera, comment dire, plus que de l'investissement, enfin, des vrais paris. Voilà, on est sur l'investissement comme dans des startups. Ce qui amène cette question, est-ce que c'est la performance qui transforme le secteur ou est-ce que c'est l'évolution du secteur qui transforme la performance? Je regarde le Bitcoin, 91 000, presque 500 $. Vous me voyez venir. Enzo Allo, il a fait moins 5% sur l'année 2025. C'est pas sa meilleure année, c'est pas sa pire non plus, mais ça s'inscrit justement dans ce contexte de transformation totale.
Oui, effectivement. Alors après, il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que 2025, on démarre une année, Trump vient d'être élu depuis 2 mois. Ça donne une grande vague bullish sur le secteur. Le marché va continuer de croître pendant encore quelques mois pour avoir un pic, quelques mois après le début d'année. Donc, forcément, un an après, on a des valorisations qui ne sont pas celles des années précédentes. Par contre, je rappelle, effectivement, c'est moins 5% sur 2025 pour Bitcoin. 2024, c'était plus 133%. Et 2023, 162%. Donc, bon, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, je pense qu'on reste encore sur des performances qui restent tout à fait intéressantes. Effectivement, comparé aux grands actifs traditionnels, bon, il valait mieux être, on l'a vu, hein, sur le silver ou sur l'or en physique. Pour moi, ça reste un petit peu la même thématique. On n'est pas si éloigné avec Bitcoin. Ça reste, on va dire, c'est plutôt des effets, on va dire, à court terme liés à la géopolitique et à tous les, on va dire, les événements un petit peu exogènes qu'on a sur la planète en ce moment. Ouais, bah c'est les caractéristiques du secteur crypto qui sont peut-être en train un petit peu de s'éroder, de s'effacer. Hein, c'est ce qu'on disait, Raphaël, sans donner une prévision, une prédiction, sortir la boule de cristal sur le Bitcoin. On a dit qu'on ferait pas ça, mais c'est vrai que rien qu'en parlant de cycle, est-ce que celui-là, aujourd'hui, j'entends depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, que le cycle, il ne va pas être le même du tout en 2026. Il serait censé être baissier. Pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Ça se transforme, quoi. Non, totalement. Alors effectivement, sur les prix, on en parle à chaque fois, c'est évidemment impossible d'avoir des prévisions. On a fait une très bonne interview. Enfin, chaque mois, on organise... Mais vous faites des très bonnes interviews. Ouais, on essaie. Non, mais chaque mois, on fait effectivement des émissions en ligne. En l'occurrence, en décembre, on avait le patron de la recherche en Europe, André Dragoche de Bitwise, et ce qu'il nous disait, vous le savez, Bitcoin effectivement rythme un peu l'évolution des marchés. Il y a ce fameux halving et donc il y a ce cycle des 4 ans dont on parle tout le temps. Et lui nous disait que ce cycle qui rythmait vraiment les choses avec des hausses et des baisses qu'on essayait un peu d'anticiper avec les autres cryptos qui s'ajustaient, aujourd'hui c'est cassé précisément parce que vous avez une vague institutionnelle et que les entreprises n'ont absolument pas, enfin les banques et les fonds de pension américains n'ont pas du tout la même approche dans l'investissement que les particuliers. C'est-à-dire qu'ils sont sur du long terme, en fait ils rentrent sur une classe d'actifs, ils vont rentrer progressivement, donc ils vont totalement écraser en fait les cycles qu'on commençait à voir se dessiner. Est-ce que pour autant on n'en verra plus jamais? Ça c'est impossible de le dire, mais c'est vrai que là on constate que ces 4 ans de cycle qu'on aimait bien regarder aujourd'hui ça nous servait de repère. Exactement, c'était un repère très confortable, mais voilà, le marché évolue et ça doit aussi nous inciter à voir les choses différemment et peut-être trouver d'autres indicateurs. Tanguy, votre avis pour finir? Écoutez, moi, mon avis, c'est que la valeur des cryptos dépend énormément de la demande des investisseurs pour ces actifs. On est en train de dire que dans les années qui viennent, et peut-être déjà dès 2026, on va voir l'essor de produits structurés investis en cryptoactifs, émis par des grandes institutions financières, et donc distribution de plus en plus large des cryptoactifs dans les portefeuilles des investisseurs. Pour moi, c'est très encourageant en termes de valorisation. Je pense que ça va tirer les prix vers le haut dans les années qui viennent, sans évidemment préjuger des événements géopolitiques et autres qui peuvent intervenir au milieu. Le point de vue plutôt optimiste. Je voulais terminer, il nous reste 2 minutes, Enzo, par la performance notable des familles de crypto en 2025. En 2 minutes, ça tient ? Bien sûr, il y a des petites choses assez rapides quand même qu'on peut mettre en avant. Une année effectivement pas exceptionnelle en termes de performance, mais je pense assez structurante sur certains secteurs. Meilleure performance, je pense, toutes confondues, c'est une crypto dont on avait parlé il y a déjà quelques mois. Sur votre plateau, Sandra, c'est Mix Finance, 3091% sur un an. C'est celle qui va se démarquer sur la DeFi. Attention, je rappelle, il me semble qu'elle est constituée, par exemple, 90% de la réserve est détenue par 10 portefeuilles. Donc, manipulation ou réel, on va dire, attrait, ça reste selon moi un petit peu risqué. Le plus grand secteur, en tout cas celui qui a le mieux performé en année 2025, et alors là, on pourra tirer les conclusions qu'on veut, c'est celui des privacy coins. Donc, en français, on va dire les jetons de privé, on va dire. Donc, Zcash plus 740% sur un an et Monero plus 120% sur un an. Je pense que c'est à mettre en perspective avec les réglementations, justement, qui
deviennent de plus en plus strictes et que aujourd'hui, les seuls moyens pour certaines personnes de passer outre pour les raisons qui les regardent passe par exemple par ce genre de choses. Je rappelle que l'utilisation de Privacy Coin en Europe n'est pas interdite, mais que l'utilisation de protocoles dans ces jetons sont interdites, donc de facto, l'utilisation de ces jetons sont interdites. Donc voilà un petit peu, si vous en avez dans votre portefeuille, vous pourrez avoir du mal à pouvoir ensuite KYCiser votre argent dans une banque. Sinon, pour dire rapidement, voilà, Bitcoin Cash restait le meilleur coin, on va dire, sur lequel être en 2025, plus 32%, alors que Litecoin, moins 25%, Bitcoin, on l'a dit tout à l'heure, moins 5%. Les mêmes coins également n'ont pas vraiment performé, moins 60% pratiquement pour les trois plus grands, PP, Shiba Inu et Dogecoin. Smart Contracts, uniquement Tron, cette blockchain, donc il a fait plus de 10% concurrent à Ethereum. Sur cette année. Donc voilà, une année assez particulière. On voit des revirements liés, je pense, aux différentes réglementations. On verra. Et des flux qui ont largement évolué. On verra ce que ça donne dans un an, rien que dans un an, pour voir. On fera un comparatif, ce sera intéressant. Ça vous fait sourire, Raphaël. Merci, messieurs. Merci à tous les trois pour cette émission absolument passionnante. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines émissions. Tous les jours, BFM Crypto, le club, de 15h à 15h30. Merci Tanguy Le Calvez, fondateur de Goin. Merci Enzo Allo, CEO de cryptopatrimoine.fr. Merci Raphaël Bloch, cofondateur du média The Big Whale. Merci à tous. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bon après-midi sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.